Merci beaucoup pour l'invitation pour ce sujet sur le sepsis. Donc, je suis professeur d'anesthésie-réanimation au CHU de Nantes. Je dirige aussi une équipe INSERM à l'université. On s'intéresse surtout aux interactions hautes microbiomes dans les infections respiratoires. Mon topo va être un peu centré sur cet axe-là. Il y avait déjà des choses sur les sessions, sur les topos présents sur le métabolisme, etc. Il y aura sans doute des liens. Donc d'abord, on va se poser une petite question rapidement sur la nécessité de traitement adjuvant dans le sepsis. Parce qu'on sait tous qu'actuellement, le principal traitement, voire l'unique traitement qu'on utilise tous, c'est les antibiotiques, et qu'on fait face à des émergences d'antibiorésistance qui augmentent d'année en année. Donc ça, c'était une publication de 2021 où on s'intéressait à l'émergence dans le monde des bactéries difficiles à traiter. Et on voit que le nombre de cas augmenter et que la mortalité augmenter. Donc oui, on a besoin d'antibiotiques, mais est-ce que ça va régler tout notre problème et du coup, finalement, on doit chercher de nouveaux antibiotiques? Il n'y a pas de traitement adjuvant. Notre hypothèse, c'est que non. C'est le mieux. C'est pour ça que je vais essayer de vous présenter les nouvelles innovations et les axes de recherche. Quand on s'intéresse, par exemple, au domaine des pneumonies acquises à l'hôpital, dans lequel il y a c'est un cas assez pratique pour innover et tester les nouveaux antibiotiques. En fait, il y a eu quelques innovations dans les 5-6 dernières années sur cette pathologie-là. Et qu'on regarde les taux de guérison clinique, les taux de guérison microbiologique ou la mortalité des patients, on s'intéresse par exemple dans cette étude au ceftazidime avibactam qui est quand même extrêmement large comme spectre versus meropenem qui est encore plus large. Bon, les deux sont très très larges. Et dans cette étude randomisée, on se rend compte que les traitements sont équivalents, dirons-nous, mais surtout il y a 30% de patients qui ne sont pas guéris en fin de traitement, alors qu'on peut difficilement faire mieux en termes de spectre. Et que ce n'est pas un problème d'antibiorésistance, puisque là, tous les germes étaient globalement sensibles à ces deux antibiotiques-là. Quand on a évalué l'impact d'un guide pour optimiser l'antibiothérapie sur les infections nosocomiales, sur 34 centres et 1800 patients, dont à peu près 7 à 800 patients avec des pneumonies, on a vu que même quand on optimise, donc on recommande aux centres d'optimiser leur antibiothérapie en termes de spectre, de durée, de dose, etc., on reste avec des taux de guérison qui ne dépassent pas les 75%. Donc on a un quart de nos patients qui ne sont pas guéris. Donc oui, définitivement, on a besoin de traitements adjuvants dans les pneumonies, mais dans le sepsis en général. Et donc, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Donc, on a vu qu'il y a probablement des choses hormonales, des choses sur le métabolisme. Mais si on revient sur la définition du sepsis, qui a été revue il y a quelques années dans le JAMA reproposé, le sepsis, ça se définit comme une défense d'organes menaçant le pronostic vital, induite par une dysrégulation de la réponse de l'hôte. Donc, la réponse de l'hôte, ça nous oriente forcément vers le système immunitaire et donc vers des traitements adjuvants qui vont essayer de réguler et de prévenir cette dysfonction induite par la réponse de l'hôte. Je m'intéresse donc plutôt aux pneumonies. Donc cette définition, elle m'embête un petit peu, parce que quand on a un patient qui a une pneumonie sévère, il a un pseudomonas ou un staph aureus dans le poumon, et puis il est très sévère, il est en SDRA, il a un P sur F à 120, je commence à me dire que je vais peut-être le mettre sur le ventre, il y est peut-être déjà. Il essaie d'être intubé, donc il a une défense d'organes qui menace son pronostic vital. Est-ce que c'est le staph aureus qui détruit son poumon? Et donc en fait, je ne suis pas dans le cadre de la définition du sepsis. Est-ce que la réponse immunitaire participe à la destruction des alvéoles? Et dans ce cas-là, je suis dans le cas du sepsis. En fait, personne ne sait répondre. Et donc, si je dis que ce patient a sepsis, j'ai faux. Si je dis qu'il n'a pas de sepsis, j'ai faux. Donc, cette définition, en fait, elle est intéressante pour des chercheurs qui s'intéressent à la réponse aux infections. Elle aide probablement peu en clinique, puisqu'en fait, vous êtes tout seul face à votre patient et vous ne savez pas si le problème, c'est l'antibiotique ou si c'est la réponse de l'autre. Et la deuxième chose, c'est que probablement cette réponse de l'autre qui est dysrégulée en cas de pneumonie, elle n'est probablement pas du tout la même si c'est une pyélonéphrite ou une méningite, et pourtant on parle toujours de sepsis. Donc pourquoi les laboratoires veulent sans doute pas aller vers la recherche en sepsis? C'est parce que, on prend toujours le même exemple, on ne traite pas le cancer, on fait des études sur le cancer du rein, sur le mélanome et le glioblastome. Nous, on fait des études sur le sepsis, qui est quand même probablement un syndrome qu'on ne sait pas définir et pas avancer plus que ça sur la médecine de précision. Donc si on considère que la réponse de l'autre est importante à réguler quand même et qu'il va falloir essayer de développer des nouveaux traitements par rapport à ça et donc changer nos pratiques, on va essayer de se demander pourquoi des patients ont une réponse de l'autre perturbée. Et en fait, si vous vous intéressez quelle est la réponse de l'autre, vous ne comprenez pas les choses complètement, parce que l'une des meilleures façons
de regarder, par exemple, la partie microbienne, c'est de faire un séquençage au débit des flores bactériennes, et donc dans des infections respiratoires. Dans ces travail de 2019, les auteurs ont regardé le microbiome respiratoire d'enfants qui sont atteints de pneumonie communautaire en rouge, et ils ont pris d'autres enfants des mêmes villes, du même âge, etc., donc qui sont censés avoir un microbiome respiratoire relativement proche. Ils les ont séquencés aussi, et c'est les enfants qui sont représentés par des points bleus. Donc vous représentez ça sous forme de plot. Donc en fait, chaque point, c'est une distribution dans l'espace, et on essaie de séparer les groupes. Donc vous voyez que quand on représente en moyenne les enfants en rouge, donc avec un pneumonie versus bleu sans pneumonie, finalement, on voit bien une différence. Il n'y a pas un overlap parfait, mais très sincèrement, vous ne feriez pas un diagnostic médical entre ces deux choses-là. Vous auriez, non, ce test diagnostique, il est peu ou pas utile. Pourtant, c'est la meilleure description de la composition microbienne, aussi de l'infection qu'on puisse avoir. Dans ce travail à droite, les auteurs ont fait la même chose, mais ils ont cette fois-ci associé la réponse immunitaire. Ils rajoutent des informations disant est-ce qu'il y a des productions de cytokines inflammatoires, etc. Et là, les points bleus, c'est les patients de réanimation qui n'ont pas de pneumonie. Les points rouges, c'est ceux qui ont une pneumonie. Vous voyez que là, on les sépare parfaitement. Donc, si vous voulez développer des traitements adjuvants, vous ne pouvez pas traiter uniquement la partie microbienne. On va définir qu'il y a des adjuvants aux antibiotiques, on va y revenir. Vous ne pouvez pas traiter uniquement la partie immunitaire, ou en tout cas, là, vous pouvez le faire, mais il faut considérer l'ensemble. C'est-à-dire que si vous changez juste la partie microbienne sans considérer la réponse de l'autre, vous allez dans le mur, vous allez avoir des échecs. Et vice-versa, si vous traitez que le système immunitaire sans prendre en compte l'état des flores bactériennes et des agents microbiens, vous allez dans le mur. Donc il faut vraiment considérer les deux. Je vais vous montrer quelques petits exemples démontrant que jouer sur le microbiome, ça va changer sur le système immunitaire, et on se doute bien que changer le système immunitaire, ça va changer notre contrôle immunitaire, notre contrôle infectieux et bactérien. Donc la première démonstration du rôle du microbiome. Pourquoi j'insiste sur le microbiome? Le microbiome, c'est les flores dont on se moque. C'est la flore polymorphe et variée qu'on nous rend. C'est pas trop ce qu'on sait. C'est ce qui est inférieur au seuil. Il y a le microbiologiste qui nous dit c'est pas ça le pathogène. Et donc on méprise. En tant que médecin, on ne prend pas du tout ça en compte. Dans ce travail, les auteurs prennent des souris qui n'ont aucune force contact, on dit germ-free, et en fait, ils leur donnent un microbiome normal. Donc ils leur donnent ces flores qui ne sont pas pathogènes et qui nous colonisent tous. Et en fait, quand les souris qui n'ont pas de pathogène, les germ-free, elles sont en bleu, les autres sont représentées en vert sur la courbe. Et vous voyez que, par exemple, si on s'intéresse à la maturité du système immunitaire, représentée ici par l'expression de CD44 sur les lymphocytes T, CD8, ou sur l'expression de granzyme de granzyme B, en fait, la simple colonisation change complètement le système immunitaire des souris. Et en fait, si on regarde ce qui se passerait chez un humain, un nouveau-né qui vient de naître, c'est ce qu'il trouve dans cet article-là, a très peu d'expression de granzyme B, alors qu'en fait, un enfant après la naissance va rapidement up-réguler ça, et notamment les adultes, nous, avons une expression de granzyme B assez élevée dans nos TCD8. Et donc finalement, on montre que le système immunitaire est très régulé dans sa capacité de réponse par cette flore de contact. Est-ce que ça peut vraiment avoir un impact chez l'homme? C'est une démonstration publiée dans Science il y a 3 ans par une équipe française, où ils sont intéressés à la réponse aux anti-PD-1 dans le cancer. Pulmonaire. Donc, ils ont regardé les facteurs qui étaient associés à la réponse ou l'absence de réponse aux anti-PD-1. Les anti-PD-1, donc je vous l'ai dit, c'est un traitement par anticorps qui stimule les lymphocytes T, donc le système immunitaire, pour induire un contrôle tumoral par les lymphocytes T du patient. Ça traite l'exhaustion, donc l'épuisement des lymphocytes, ça leur rebooste et ça leur dit va te combattre ces cellules tumorales. Et les auteurs trouvent ces courbes, donc vous voyez qu'il y a des courbes rouges, des courbes noires, vous êtes familier des courbes de survie de Kaplan-Meier, donc vous vous dites que forcément vous avez plutôt envie que votre patient soit dans la courbe noire. Et en fait, ATB, c'est évidemment antibiotique, c'est juste de l'augmentin. Et donc vous voyez que dans ces deux courbes, ces deux tumeurs et deux cohortes indépendantes, en fait, le fait d'avoir reçu une antibiothérapie par augmentin diminue significativement la probabilité de survie pour un patient qui reçoit une immunothérapie pour un cancer du poumon. Comment on explique ça? En fait, les auteurs ont démontré que l'augmentin avait été responsable d'une modification de la flore du microbiome, pas des pathogènes, c'est pas le fait qu'ils aient eu une infection ou pas. Et notamment, ils ont pu démontrer que l'élimination des germes, dont je vais pas épeler toutes les lettres, mais Akkermansia notamment, était responsable de cette baisse de l'efficacité de l'immunothérapie, parce que Akkermansia up-régulait PD-1, et donc sans Akkermansia, il n'y avait plus de PD-1, l'anticorps était inefficace. Donc on peut avoir un effet tellement fort de cette flore qu'on méprise, nous, en réanimation, qu'on change le devenir cancéreux de nos patients.
Est-ce qu'on retrouve un peu la même chose en réanimation sur l'importance de cette flore et de ce microbiome, et pourquoi on pourrait s'en servir comme ami dans nos traitements adjonctifs et les traitements adjuvants du sepsis? Pour l'instant, il y a peu ou pas, on va y revenir, d'études sur les probiotiques qui aient démontré une efficacité. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et donc, est-ce qu'on pourrait avoir déjà une preuve de concept chez l'homme démontrant que, bah oui, cette flore elle a un rôle en réanimation dans le cadre du sepsis? Vous connaissez tous probablement le concept de l'antibiotique stewardship. Donc, l'antibiotique stewardship, c'est le fait que vous allez prescrire des antibiotiques et en fait, il y a un steward qui vient vous voir et qui va vous donner des conseils pour les utiliser au mieux. Donc, en général, il ne vous dit pas de faire du large spectre à tout le monde. Il ne vous fait pas de dire de faire 3 semaines de traitement à tout le monde. Il va plutôt revoir les indications, diminuer les durées, diminuer le spectre, bref, faire de l'épargne antibiotique. Il y a plein de stratégies différentes. Vous pouvez avoir votre pharmacien qui relit, vous appelez l'infectiologue et vous avez un système expert. Le but de cet antibiotique stewardship, habituellement, c'est de l'épargne antibiotique et vous allez me dire, ouais, c'est pour éviter l'émergence d'antibiorésistance où je vous ai dit qu'elle était un problème. Ce qui est surprenant dans cette méta-analyse, et en fait ce qu'on a retrouvé presque dans toutes les études, c'est le critère de tolérance de l'antibiotique stewardship. Ce qu'on espère, c'est moins d'antibiorésistance et pas plus de morts. Vous faites moins d'antibiotiques parce que c'est pas bon pour la collectivité. Mais en fait, dans cette méta-analyse d'une vingtaine d'études, et c'était retrouvé depuis, dans d'autres études, en fait, c'est pas une tolérance, ok, c'est carrément moins de décès dans les patients qui ont un antibiotique stewardship. Le risque de mortalité intra-hospitalière a diminué quand vous épargnez les antibiotiques chez les patients de réanimation. Comment expliquer ça ? Soit les antibiotiques sont toxiques, donnent une allergie, c'est de l'arsenic, et donc en fait vous évitez du poison vos patients, ce qui est probablement pas le cas. Soit l'autre hypothèse, c'est que justement vous avez une modification du pathogène que vous ciblez, mais aussi de cette flore et de ce microbiome, et donc là vous avez une exploration, une démonstration qu'en fait quand on fait une antibiothérapie en se disant ça fait pas de mal à mon patient, j'ai un petit doute, si, potentiellement, ça peut lui faire du mal. Et donc, finalement, vous avez peut-être aidé ou éliminé votre adjuvant ou un de vos adjuvants qui sont ces compositions de microbiome. Donc, maintenant, vous allez me dire en quoi cette, on va dire, meilleure compréhension de la régulation de l'hôte, du microbiome, peut nous aider pour, dans notre vie quotidienne, avoir des traitements adjuvants et une meilleure prise en charge du sepsis et essayer d'en développer. Parce que vous allez voir qu'il n'y a pas encore de traitement ou peu de traitements disponibles comme adjuvants, même s'il y en a qui sont disponibles dans certains cas. Et donc, on va essayer de voir et de différencier les choses. Vous avez compris que moi, je considère que le sepsis, c'est très imparfait, c'est une définition dont il faut s'affranchir. On n'avance pas depuis 20 ans sur le sepsis parce qu'on mélange tout. Et donc, on va d'abord considérer, si vous êtes d'accord avec moi, qu'une infection d'un milieu stérile, c'est pas la même chose qu'une infection de muqueuse. Ce que je veux dire, c'est qu'une septicémie, vous n'êtes pas censé avoir un Staph aureus dans le sang. Par contre, vous avez tous vu des patients avec du Pseudomonas aeruginosa dans le poumon qui n'étaient pas malades. Ouais. Donc on va dire que c'est pour le système immunitaire et donc cette réponse de l'autre, c'est pas la même chose. Donc on va déjà différencier ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on va considérer et revoir ce concept et on va accepter qu'il y ait une dysbiose ou une symbiose. C'est qu'on est capable de temps en temps de vivre avec d'autres organismes, on va dire ce microbiome, et en fait vivre très bien avec, et qui nous apprend à avoir un système immunitaire mature. Je vous rappelle l'expression de granzyme B sur les lymphocytes dans les souris, la réponse à l'anti-PD-1 parce que ça permet de restimuler la réponse antitumorale. Ça, c'est une symbiose. On vit avec notre microbiome, il nous apporte quelque chose, on est content, et nous, on lui permet de vivre parce qu'on lui apporte des nutriments et un support. La dysbiose, c'est justement le concept où finalement, en fait, ce microbiome a été perturbé. Nous, on ne vit plus très bien avec, et lui ne vit plus très bien avec. Et en fait, cette dysbiose, elle peut être induite par beaucoup de choses. Une antibiothérapie, parfois nécessaire, parfois inutile, par un stress inflammatoire, par une exposition thermique à quelque chose, une brûlure, etc. Vous allez perturber et induire un déséquilibre entre ce microbiome et le système immunitaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre microbiome, il est assez résilient. Votre tube digestif, son microbiome, il change peu. Si vous allez déménager à l'autre bout du monde et que vous allez en Asie manger de la nourriture asiatique et être exposé à trop d'environnement, au bout de 10 ans, vous avez toujours un microbiome européen à peu près. L'inverse est vrai. Donc, en fait, vous avez votre microbiome à vous et donc, en fait, il va falloir le restaurer. Et pour le restaurer, il faut un système immunitaire qui était à l'état d'avant. Et donc, en fait, vous allez avoir un équilibre qui est difficile à retrouver. Et donc, finalement, ce concept est probablement de comprendre qu'il va falloir essayer de restaurer une symbiose, en fait. Et
et pas une dysbiose, puisque je vous rappelle que la définition du sepsis, même imparfaite, c'est cette réponse de l'autre qui n'est pas adaptée. Pourquoi elle n'est pas adaptée? Peut-être que c'est cette dysbiose. En tout cas, c'est notre hypothèse et notre axe de travail. Donc même s'il va falloir essayer de prendre tout en compte dans ces interactions, pas jouer que sur HLA-DR et bas, donc du coup ça veut dire ça sur mon patient. Si vous n'avez pas la composition du microbiome en face, ça ne veut pas dire grand-chose. On va prendre les axes un par un parce que sinon on va avoir du mal à avancer. Donc on va commencer par le système immunitaire, ce qu'est-ce qu'on regarde le plus souvent historiquement en réanimation dans le cadre du sepsis. Plein de revues, plein de cellules qui sont intéressantes, les macrophages, les cellules dendritiques qui sont moi mes principales cellules d'intérêt en recherche, mais aussi les neutrophiles, les cellules dendritiques, les lymphocytes T, les lymphocytes B. Je ne vais pas tous vous les lister. Évidemment, ils travaillent tous ensemble. Et en fait, il y a différentes hypothèses qui sont expliquées pour comprendre pourquoi nos patients vont faire de la déférence d'organes, de la mortalité, des infections secondaires. Et on nous explique qu'il y a une réponse hyper inflammatoire chez certains patients et que ça fait de la mortalité précoce. Il y en a d'autres qui vont être immunodéprimés et que ça fait des infections ou de la mortalité tardive et du PIX. Ça, c'est une vision du début des années 2010. En fait, à l'époque, on ne pouvait pas justement faire des analyses haut débit. Et maintenant, on sait qu'en fait, les deux mécanismes coexistent en même temps, qu'on peut avoir des cellules qui font de l'hyperinflammation et de la tolérance en même temps. Puisqu'il y a une hétérogénéité, même au sein d'une population de macrophages, on n'a pas juste des macrophages qui font que de l'inflammation. Et donc, en fait, on a une hétérogénéité, et donc on va essayer de comprendre et de voir ce qui a été proposé. Donc, en fait, les premières études d'immunothérapie et les premiers axes pour lesquels on peut travailler et avancer, ça a été la description de la dysfonction des monocytes et des cellules phagocytaires, qui ont plusieurs fonctions, la présentation de l'antigène aux lymphocytes T, et ça peut indirectement, imparfaitement se mesurer par l'expression monocytaire d'HLA-DR, et c'était bas, et la capacité de ces monocytes à produire des cytokines et donc à alerter le système immunitaire sur un sepsis, sur une infection en cours. Et on a, dans les années 2000, enfin même à la fin des années 90, observé que très rapidement chez les patients de réanimation, la capacité de production de l'interféron gamma par les monocytes de nos patients et par leurs lymphocytes T était effondrée. Et ça a été associé en statistique sur des cohortes au risque d'infection. Et donc, il a commencé à avoir quelques case reports de traitement par interféron gamma, par Imuquin, de patients immunodéprimés, sévèrement immunodéprimés. Donc, une des premières cohortes, c'était une cohorte française, par le professeur Payen, qui avait, dans une série, montré qu'HLA-DR était bas, donc cette paralysie monocytaire, traité quelques patients par interféron gamma, montré que ça restaurait HLA-DR. Il y a des case reports de patients extrêmement durs, avec des infections extrêmement dures à traiter, des infections chroniques à mycobactéries, pour lesquelles il y a eu une litanie d'échecs de traitement et pour lesquels le traitement, on va dire, de sauvetage ou de compassionnel par interféron gamma a pu traiter et apporter des éléments de réponse. Mais jusqu'à cette année, on avait peu ou pas d'évaluation, on va dire, randomisée et de haute qualité pour l'efficacité de l'interféron gamma en prévention ou en traitement du sepsis. Donc, nous, on a fait une première étude randomisée sur le sujet qui n'a pas apporté les résultats attendus, je vais vous les décrire, qui ne clôt pas le sujet. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, en fait, on a encore beaucoup de questions sur ce traitement. Mais dans ce cadre-là, on a pris des patients qui étaient à risque d'infection nosocomiale, pour lesquels on savait qu'il y avait une immunodépression, on va dire, si on accepte ce terme, post-critique, et qui étaient à risque d'infection. On a décidé de les traiter précocement puisqu'on voulait faire de la prévention de ces infections secondaires, donc traiter l'immunodépression critique de réanimation. Et on l'a fait avec la molécule qui est disponible et que vous pouvez acheter, que vous avez sans doute dans vos hôpitaux, qui est de l'Imuquin, qui est de l'interféron gamma. On a fait aux doses de l'AMM, donc c'est 100 microgrammes toutes les 48 heures pendant 10 jours. Ce traitement-là, il a une AMM pour la granulomatose, qui est une maladie génétique, et on peut le donner chez des enfants et des adultes pendant des mois et des années. La principale tolérance qu'on craint, c'est une tolérance hépatique. Et donc, on faisait cette étude chez des patients intubés avec une défense d'organes, randomisée placebo versus interféron gamma en prévention des infections nosocomiales. C'était une étude de phase 2. On cherchait à inclure 200 patients pour voir l'efficacité du traitement sur les pneumonies. Et en fait, à la deuxième analyse intermédiaire, le comité de safety nous a dit à 109 patients qu'il fallait arrêter l'étude parce qu'il y avait une différence importante entre les bras, mais qu'elle n'était pas celle qu'on voulait, puisque le traitement A, qui a le meilleur devenir sur le Kaplan-Meier, c'était le placebo. Et le pointillé, qui est le traitement qui a le moins bon devenir, était l'interféron gamma. Notre critère principal, c'était d'être vivant sans pneumonie. Donc, vous voyez qu'il y a à peu près 20% des patients qui étaient vivants sans pneumonie dans le groupe placebo versus 40% dans le groupe interféron gamma. Donc, on a évidemment choisi d'arrêter rapidement cette étude à ce moment-là, d'arrêter les inclusions.
heureusement pour les patients et heureusement pour nous, parce que c'est toujours un résultat qui est inconfortable à observer, il n'y avait pas de différence de mortalité du tout. Puisque vous voyez qu'en critères secondaires, quand on décompose les outcomes, il y a 12% de mortalité dans le groupe interféron gamma versus 17% dans le groupe placebo. Et donc, en fait, la différence, elle vient essentiellement des détresses respiratoires et des pneumonies. Donc, traités par interféron gamma des patients qui ont une immunodépression post-critique, quand on traite juste sur ces critères, en fait, on a une mauvaise tolérance respiratoire. Ce qui est toujours important quand on fait ce genre d'études, c'est de faire, surtout sur une phase 2, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et typiquement, on en discutait un petit peu tout à l'heure sur toutes les questions qu'on a eues sur le métabolisme lipidique. Si on ne comprend pas bien ce qui se passe quand on met des statines, un inhibiteur PCSK9, en fait, on n'avance pas assez vite et on n'a pas assez de réponses. Donc, nous, on a essayé de regarder déjà est-ce qu'il y avait des sous-groupes qui avaient moins bénéficié que d'autres du traitement. Donc, je ne vous l'ai pas mis ici, c'est une erreur. Mais en fait, on a un sous-groupe où les patients ont plus souffert de l'interféron gamma, c'est ceux qui recevaient de l'hydrocortisone en prévention des infections. Il y a des centres qui le font, donc on avait proposé ça il y a quelques années. Et en fait, ce qu'on démontre, c'est indirectement que finalement, traiter par stéroïdes les patients à la phase précoce, ça les rend plus sensibles à l'interféron gamma, ils vont avoir une réponse plus forte. On y reviendra, ce qui démontre, c'était pas l'objectif de l'étude, mais qui suggère et démontre que les stéroïdes ne sont pas des immunosuppresseurs. Ça restaure la réponse à l'interféron gamma. Ça avait été déjà démontré en 2002 dans une étude randomisée. Donc pas de sous-groupe réellement cliniquement évaluable, mais on a quand même regardé la réponse inflammatoire faisant un panel multi-omique et on a trouvé des dizaines de protéines inflammatoires différentes entre les patients qui reçoivent le placebo et l'interféron gamma. Ça tombe bien, on a bien un effet inflammatoire de l'interféron gamma, c'est ce qu'on cherchait. Et en fait, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a une hétérogénéité de réponse, il y a des répondeurs et des non-répondeurs à l'interféron. Avec les patients du cluster 1 interféron, il n'y en a aucun qui a fait une pneumonie. Alors que dans le cluster 2, il y a tous ceux qui ont fait une pneumonie ou un SDRA. Et en fait, on pouvait les différencier, notamment pour la réponse de CCL17, qui est une chymokine qui attraque les lymphocytes dans le poumon pour faire de l'inflammation. Et donc, en résumé, il y a des patients, il y a une hétérogénéité de réponse à l'interféron gamma chez des patients de réanimation, qui est pour l'instant pas prédictible sur ces données-là. On essaie d'y travailler, mais en observationnel, on voit vraiment deux groupes de patients qui ont des outcomes complètement différents. Et donc, forcément, ça n'est pas la fin de l'interféron gamma. Il y a plein de questions qui restent. Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir des meilleurs biomarqueurs et finalement choisir le cluster 1, inclure que ce groupe-là? Première chose, peut-être qu'en fait, on l'a fait trop tôt. On a inclus les patients dans les 48 premières heures de réanimation. Peut-être qu'il fallait le faire plus tard. Peut-être en fait qu'il faut le faire en rescue, c'est-à-dire pas en prévention de la pneumonie, mais chez le patient qui rechute, qui a une deuxième pneumonie, et qui a donc une pneumonie difficile à traiter, puisque même s'il y a un tiers d'échec au traitement des pneumonies, il y a un tiers des patients qui guérissent simplement sous antibiotiques. Et donc peut-être que il reste de la recherche. C'est pas la fin de l'interféron gamma en réanimation, mais en tout cas, ça veut dire qu'il faut sans doute pas le faire sans données et sans exploration claire et précise, et probablement pour l'instant le réserver au domaine de la recherche. C'est pas un traitement anodin. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies qui ont été testées dans les dernières années? Donc, il y a une étude qui a été faite justement par l'équipe de Lyon qui s'intéressait au GM-CSF. En fait, c'est un traitement qui justement cible les monocytes, les macrophages et qui a notamment comme effet d'augmenter l'expression d'HLA-DR. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un des marqueurs qui avait été décrit et montré comme associé aux infections. Et donc, les patients en choc septique qui était inclus sur justement un biomarqueur qui était l'expression faible d'HLA-DR. Donc vous voyez qu'à l'inclusion, ils ont tous une expression d'HLA-DR relativement basse, les volontaires sains seraient bien plus hauts, et que le traitement par GM-CSF avait bien un effet, puisqu'à J3, J7 et probablement en fin de traitement, l'expression d'HLA-DR chez les patients était supérieure chez ceux qui recevaient du GM-CSF à ceux qui étaient sous placebo. Malheureusement, l'étude avait dû être arrêtée, je crois, pour des problèmes de financement. Du coup, la puissance de l'étude n'est pas celle qui était attendue ou espérée, puisqu'il n'y a que 100 patients inclus dans cette étude randomisée. Et on va dire que sur l'outcome clinique, on a une mortalité qui est non significative, une durée de ventilation. Mais en tout cas, on voit que le système n'est pas paralysé. Ce n'est pas une immunoparalysie, puisque si vous traitez par interféron gamma, les patients répondent. Vous traitez par GM-CSF, vous êtes bien capable d'augmenter HLA-DR sur des études randomisées bien faites. Ce qui nous manque, c'est de l'outcome clinique. Il y a d'autres stratégies qui ont été proposées. L'interleukine 7 qui cible plutôt la partie lymphocytaire, puisque nos patients font des lymphopénies, ça peut être un critère d'immunodépression. Dans cette étude française, il y a beaucoup de recherches en immunoréanimation justement qui est fait par des membres de l'ASFAR, dont on doit se féliciter. Dans cette étude française, il y avait beaucoup de centres de réanimation chirurgicale. Et donc, ils ont randomisé des patients dans une étude de phase 2. L'interleukine 7, c'est un
un traitement qui stimule, qui diminue l'apoptose lymphocytaire, pour faire simple. Et ils ont pu montrer que les patients qui recevaient cette cytokine avaient une correction de la lymphopénie, c'est la courbe du bas plus rapide que le groupe placebo. Et donc, encore une fois, on est capable d'avoir des agents d'immunomodulation qui changent bien la réponse immunitaire. C'était une étude de phase 2, donc avec peu de patients. Donc je ne vous ai pas présenté, d'ailleurs je crois que les auteurs ne le présentaient pas, d'outcome clinique. Donc toujours est-il qu'on est capable de stimuler et de moduler le système immunitaire, ce qui est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que ce n'est pas un système paralysé en bout de course comme on pourrait penser avec la défaillance chronique larvée, c'est un système qui vit. Et c'est pour ça que maintenant on parle de plus en plus de reprogramming immunitaire plutôt que d'immunodépression, puisqu'on a vu qu'en fait ils sont hyper réactifs à l'interféron gamma, donc pas toutes les voies sont effondrées. Ils réagissent toujours au GM-CSF, etc. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà un traitement qui peut fonctionner ? Je vous ai dit qu'on avait nous observé une interaction stéroïde-interféron gamma. Les stéroïdes augmentaient la réponse à l'interféron gamma. Et il y a différentes études, je ne vais pas toutes les lister, qui dans le sepsis et le choc septique ont démontré un effet des stéroïdes. Vous avez probablement tous utilisé de la dexaméthasone chez vos patients Covid. Une étude publiée cette année par le docteur Dequin a montré que l'hydrocortisone à la dose de 200 mg par jour pendant 4 à 8 jours arrêté progressivement diminuer le risque de mortalité et de réintubation chez les pneumonies communautaires. Elles n'étaient pas toutes intubées, il y en a en baseline. Toujours un effet bénéfique. Donc ça veut dire qu'on commence en tout cas à avoir un bon niveau de preuve que pour la mortalité précoce, ou en tout cas de la déférence d'organes associée au sepsis, puisque là il y avait une réponse sur le risque d'intubation, les stéroïdes sont bénéfiques. Pourtant, vous avez tous notion que l'immunodépression induite par les stéroïdes, je pense que ça vous parle. Vous considérez que les stéroïdes, à main levée, qui pense que les stéroïdes sont immunosuppresseurs. Donc, j'ai un peu spoilé peut-être déjà. Donc là, je vais avoir moins de mains. Mais souvent, on me dit, non, mais les stéroïdes sont des immunosuppresseurs. L'immunosuppression, comment ça se définit ? Il y a deux définitions, je dis toujours. Il y a une définition médicale. Un patient immunodéprimé, c'est un patient qui a plus de risque d'infection. Et une définition immunologique, c'est un patient dont le système immunitaire ne s'active pas au cours des infections. Donc, est-ce que nos patients font plus d'infections quand on les donne sous stéroïdes ? Je crois que j'ai une autre slide après. En fait, les études sur les stéroïdes ne retrouvent presque jamais d'augmentation du risque infectieux chez les patients qui ont été traités dans le bras stéroïde. Dans le Covid, il y a une méta-analyse qui est sortie montrant qu'ils avaient même plutôt tendance à faire moins d'infections. Nous, on l'a montré dans d'autres indications. Donc, cliniquement, traiter nos patients de réanimation par stéroïdes n'augmente pas, voire diminue le risque infectieux. Et au niveau immunologique, dans cette étude randomisée par Kay, publiée il y a maintenant une vingtaine d'années, les patients en choc septique traités par stéroïdes versus placebo, vous regardez les courbes de production d'interféron gamma et d'IL-12, qui sont deux pathways d'intérêt. En fait, les patients sous stéroïdes ont plus d'interféron gamma et d'IL-12 dans leur sang que les patients dans le groupe placebo. Donc, au niveau immunologique, ce n'est pas du tout un immunosuppresseur. Au niveau clinique, ça ne l'est pas non plus. Donc, c'est un immunomodulateur. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment ça marche, les stéroïdes, au niveau cellulaire ? Médicaments les plus utilisés en réanimation. On sait tous à peu près comment marchent les pénicillines, les stéroïdes qu'on utilise beaucoup. En fait, c'est une hormone très particulière. Il y a un récepteur hormonal qui est très particulier parce qu'il n'est pas membranaire, il est cytoplasmique. Et quand les stéroïdes se fixent dessus, ça devient un facteur de transcription. Donc en fait, le récepteur va directement se fixer à l'ADN. Et en fait, il inhibe des centaines de gènes, suppression, mais il en booste des centaines. Donc c'est un modulateur et ce n'est pas du tout un immunosuppresseur. Et voilà, c'est ce que nous, on a pu montrer dans d'autres populations de réanimation. On a traité des traumatisés, polytraumatisés ou de la chirurgie majeure en essayant de prévenir les infections secondaires par des stéroïdes. Et dans les 3 études, une est significative, les 2 autres sont presque significatives. Donc si on coule les 3 en méta-analyse, ça l'est. Il y a une diminution du risque d'infection nosocomiale chez les patients de chirurgie et traumatisés. Donc c'est clairement pas un immunosuppresseur cliniquement. Et c'est un immunomodulateur. Donc sur cette partie immuno, on est à peu près fini. Je vais passer sur la partie microbiome après. Si j'ai encore 2 minutes ou pas ? Non, je suis très en retard. Je vais accélérer pour la fin. En pratique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut booster soit la tolérance, soit l'immunité, et que ça dépend de nos patients. Il y a des patients qu'il va falloir justement essayer de leur dire tolère ça, et donc finalement booster par interféron gamma, c'est une mauvaise idée. D'autres, en fait, ils sont paralysés, ils vont justement pas faire assez d'interféron gamma. Il va falloir les stimuler. Et une façon simple, et ça sera ma dernière slide, peut-être simple, de mesurer ça et de savoir où est notre patient entre paralysie et boosting, c'est des tests fonctionnels de contrôle immunitaire. HLA-DR, c'est un marqueur statique, et finalement, si vous prenez des patients graves de réanimation, nous, dans nos cohortes, ils sont tous râpés sur HLA-DR, il n'y a aucun qui est haut ou qui récupère. Quand on prend des patients très sévères qui nous posent souci. Et en fait, il y a le concept de virome. On a tous des virus qu'on porte en nous qui ne sont pas tous pathogéniques.
Et donc, en fait, on peut les doser. Et dans cette étude de 2013, les auteurs ont démontré que le ténotorquévirus, notamment, qui est dans la famille des annélovirus, il change sa charge virale si le patient est immunodéprimé ou inflammé. Et donc, ça pourrait être une sorte de thermomètre de l'immunocompétence ou de l'immunodépression. Et donc, nous, on a regardé chez nos patients de réanimation l'évolution au cours du temps. Donc, T1, T2, T3, c'est J7, J14, J21. Chez les patients de réanimation, des patients transplantés pulmonaires, et là, on a des points à 3 mois et 6 mois, et des volontaires sains. Vous voyez qu'à 3 mois, 6 mois d'une greffe pulmonaire, les patients sont up en TTV, donc ils sont immunodéprimés par le traitement immunosuppresseur. Donc, il y a bien une perte de contrôle du TTV, donc ça marche. Si on immunodéprime de façon médicamenteuse nos patients, le TTV augmente. Mais en fait, chez les patients de réa, ça baisse, et notamment chez ceux qui s'infectent. Donc on pense maintenant, nous, que le problème des pneumonies n'est pas un problème d'immunoparalysie, d'immunodépression, c'est un problème de système immunitaire primé qui est hyper réactif au microbiome, cette dysbiose dont je vous parlais tout à l'heure, et que c'est pour ça que finalement les seuls immunotraitements actuellement qui fonctionnent un peu. Dans le Covid, vous avez peut-être utilisé des inhibiteurs de l'interleukine 6, des JAK kinase inhibiteurs, donc des immunosuppresseurs, parce que finalement nos patients qu'on a longtemps considérés définis comme immunodéprimés sont en fait boostés pour la plupart. Je vais passer sur la partie microbiome parce que je suis très en retard. Mais en conclusion, on peut avoir cet effet immunomodulateur par des stéroïdes, peut-être des inhibiteurs de pathway, mais aussi en changeant des parties très spécifiques du microbiome. On vient de définir en Nature Médecine une signature du microbiome respiratoire associé au mauvais devenir, SDRA pneumonie. Et donc finalement, on a défini ce qui était inutile pour le clinicien, mais qui joue un rôle, et c'est pas les pathogènes. Enfin, évidemment, les pathogènes jouent un rôle, mais on trouve aussi justement dans le microbiome ce qui est important. Et finalement, ça devient des cibles d'immunomodulation. Si on arrive à protéger ou à moduler ce microbiome, on pourrait avoir un effet adjuvant à nos antibiotiques. Et donc, il va falloir développer des immunothérapies et des stratégies basées sur le microbiome, en comprenant ce qui se passe, et donc on n'aura pas les mêmes traitements pour tout le monde. Il va falloir qu'on trouve les traitements qui marchent les plus fréquemment, et pour ça, il va falloir qu'on fasse justement de la médecine de précision. La première médecine de précision, je vous en prie, arrêtez de faire des études sur le sepsis. Sepsis respiratoire, ok. Sepsis urinaire, ok. Sepsis abdominal, ok. Mais sepsis tout court, arrêtons. Faites ne serait-ce que cette médecine de précision, c'est pas la plus difficile, parce qu'une fois qu'on en sera là, même au sein des pneumonies, il y a une hétérogénéité qui n'est pas juste staph versus pseudomonas, ça va encore plus loin. Et si on veut développer enfin des traitements adjuvants, il faut qu'on puisse faire ça. Et en pratique clinique demain, ce que vous pouvez déjà faire comme immunomodulateur et traitement adjuvant du sepsis, c'est ne pas faire d'antibiotiques quand il n'y en a pas besoin, puisque si vous respectez votre microbiome, votre patient sera bien mieux capable que vous de restaurer son microbiome et de contrôler sa réponse immunitaire. Je remercie toute mon équipe qui m'a permis de faire toutes ces manips, dont certaines que je devais vous présenter sur la partie microbiome. Merci beaucoup.